Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel, est avec nous. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. Bon, parce que on fait affaire à un prof en droit constitutionnel, parce que là, certains vont se dire, c'est nos libertés fondamentales. Écoute, se promener librement le soir, à la limite, aller faire une balade en auto dans un pays libre, aller faire le carré autour de la ville, puis revenir chez soi. On a le droit de faire ça? La rue, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu d'association, donc ce sont des libertés qui sont consacrées dans les catalogues, mais comme nous l'enseigne cette pandémie-là, ça n'existe pas en soi les droits et libertés. Ce qui existe, c'est un système de protection qui donne la permission aux juges de vérifier si les actions de nos gouvernements et de nos législateurs outrepassent ce qui est raisonnable comme liberté. Et donc, ces droits et libertés-là, ils s'adaptent au contexte. On a autant de droits et de libertés que ce que le contexte peut nous offrir. C'est pas un socle de garantie stable. Et donc, dans le contexte actuel, où le gouvernement peut facilement démontrer là, que le système de santé est en péril, que des gestes doivent être posés et que les mesures de confinement, de restriction des contacts marchent ailleurs, qui peut montrer qu'ailleurs dans le monde, il y a eu des couvre-feux. Il y a tout un contexte qui fait en sorte qu'il est fort probable que ce soit jugé conforme par les tribunaux si jamais c'était contesté. D'ailleurs, depuis le début de cette pandémie, que ce soit des mesures sur le masque obligatoire, il y a eu des litiges au Manitoba, il y a eu des limitations à la liberté de circuler, question des frontières interprovinciales, ça a été contesté à Terre-Neuve. Partout, ça passe le test parce que les tribunaux n'ont pas le goût de se mettre le nez dans une évaluation de la raisonnabilité dans un domaine où la preuve scientifique est instable, puis la norme juridique, c'est pas d'exiger une preuve juridique, c'est d'exiger une preuve raisonnable, là, fondée sur la raison. Donc, on a ici, avec le couvre-feu, je dirais, le prolongement du débat qu'on a eu cet automne sur est-ce que les policiers peuvent intervenir à domicile chez les gens. Là, il y avait toute la question de la violation du domicile. On a choisi de rester, je dirais, dans les formes classiques avec le télémandat. On a dit, les policiers peuvent intervenir pour interrompre un rassemblement, mais ils doivent demander la permission à un tiers, mais on va faciliter la chose avec le télémandat, quelque chose qui existe déjà, mais qui rend le travail policier quand même relativement compliqué. On simplifie, mais on le voit, le nombre de constats d'infraction, il est significatif, mais c'est pas non plus un déferlement de sanctions et de mesures répressives. Donc, avec le couvre-feu, on sent que ce que l'État veut se donner comme moyen, c'est la capacité de donner aux forces policières la capacité d'intervenir lorsque les gens se déplacent pour des raisons personnelles non essentielles à des heures où ce sont justement ces contacts-là qui ont plus de chances de prendre des libertés par rapport aux normes sanitaires requises. Mmh. Le fait qu'il n'y ait pas de précédent, de tradition, là, je vois certains historiens qui remontent jusqu'à la crise d'octobre, puis même à la crise, d'autres gens me disaient, à la crise d'octobre, il y a eu une limitation des droits là, très importante. Il n'y a pas vraiment eu de couvre-feu le soir, etc. On entre dans disons, je comprends qu'en Europe, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en France encore aujourd'hui, ils l'ont dans plusieurs régions. Mais ici, on n'a comme pas d'historique de ça, le couvre-feu. Oui, ça ressemble pas à... Ça s'inscrit mal dans nos mœurs, ça frappe l'imaginaire. J'imagine que sur le plan politique, puis sur le plan des communications, le gouvernement veut frapper l'imaginaire avec cette mesure-là. C'est une mesure de temps de guerre, justement, et on le voit par le nombre de morts chaque jour, la fragilité du système de santé. C'est une manière de rappeler que ce combat n'est pas fini et que ça prend des mesures exceptionnelles. À terme, c'est clair qu'il y a une limitation des droits et libertés, mais elle est faite au nom d'un objectif qui est incontestablement valable. Puis après, c'est le choix des moyens, l'ampleur des moyens qui sont mobilisés. Et là-dessus, du moment où on est capable de... Contrairement à la violation du domicile dont on parlait cet automne, là, on est capable de prouver qu'ailleurs dans le monde, on pratique le couvre-feu. Alors que des interventions policières sans mandat, ça aurait été plus difficile de trouver des exemples ailleurs. Et on est capable de prouver, avec les chiffres qu'on a actuellement dans les urgences, que pour un temps, c'est nécessaire. Et donc, tout ça, ça crée des conditions où le débat juridique entourant la conformité de cette limitation des droits, sa conformité à la Constitution, aux chartes, c'est pas un débat qui, à mon avis, va être très long à mener. En revanche, son acceptabilité sociale,
la manière de l'appliquer. Parce que la norme du couvre-feu, est-ce qu'elle passe le test des chartes? J'ai l'impression que oui. Après, est-ce qu'elle peut être appliquée avec trop de zèle par les policiers? Là, ça pourrait donner des litiges en marge de tout ça, mais ça serait des litiges plus anecdotiques. Et aussi, il y a la manière dont le couvre-feu va être conçu. Il faut qu'il soit conçu intelligemment. Est-ce qu'on va permettre des exceptions à quelques mètres du domicile? Des exceptions, évidemment, pour les gens qui ont des déplacements nécessaires à faire pour des services essentiels. Donc, comment on va aménager ce régime d'exception? Ça va être aussi assez central dans l'annonce qui va être faite aujourd'hui. Dernière question. Vous m'avez dit en cours d'entrevue, à date, à votre connaissance, toutes les essais, toutes les tentatives de contester des normes sanitaires basées sur des supposés droits et libertés, à votre connaissance, ils ont tous perdu jusqu'à date. Il n'y en a pas un qui a obtenu gain de cause devant un tribunal? Au Canada, ils ont tous perdu. Mais souvent à des stades provisoires, c'est-à-dire en attendant une décision finale qui pourrait survenir plus tard. Je comprends. Donc, les dossiers ne sont pas clos, mais sur la question des frontières, sur la question de la liberté de circulation, du port du masque obligatoire, il y a des litiges qui ont eu le temps de cheminer. Et jamais un juge a voulu se mettre le nez là-dedans sérieusement. Et à l'inverse, il y a des contestations pour plus de protections qui ont été intentées. À ma connaissance, ces dossiers-là sont en cours, ils n'ont pas encore cheminé. Il y a des dossiers des proches, là, des gens qui sont décédés dans des circonstances un peu inhumaines dans les CHSLD, qui vont demander des dommages, qui vont dire que leur dignité, leurs droits fondamentaux n'ont pas été respectés dans tout ça. Fait que l'État va être coincé entre ceux qui veulent plus de protection et ceux qui veulent moins de contraintes. Sur le terrain du moins de contraintes, pour l'instant, ça a été sans succès pour ceux qui contestaient. Professeur Taillon, merci. Au revoir. Merci à vous.